Et par conséquent, le petit bond qu'on a fait, c'est la petite banlieue de la Terre, la proche banlieue de la Terre, qui a nécessité une énergie absolument incroyable de savoir-faire. Et puis finalement, on se dit, mais pourquoi est-ce que cet argent n'aurait pas été consacré plutôt à améliorer ce dont nous sommes sûrs? Parce que pour la première fois, les cosmonautes ont pu voir la Terre à partir de la Lune. C'était le premier avènement, peut-être que ça existait avant, mais enfin ça a été un avènement extraordinaire que l'être humain puisse voir sa planète Terre d'une planète éteinte. Et donc il avait cette vision. Voilà. Et est-ce que ça a augmenté? Ça a augmenté sa connaissance, mais est-ce que ça a augmenté sa conscience? Est-ce que ça a fait évoluer sa conscience? Là, c'est là où j'ai des doutes. Notre conscience n'a pas évolué. Nous sommes toujours comme si nous étions dans un monde infini, avec une planète qui serait un gisement de ressources illimité, et qu'il faut piller jusqu'au dernier arbre, jusqu'au dernier poisson, et tout ça. Donc, c'est absolument désastreux. Nécessité d'une évolution. Mais j'ai une question parce que, bon, tu disais tout à l'heure, quand le système va se casser, puis il est en train de se casser, c'est les paysans du tiers-monde, entre guillemets, qui vont s'en sortir le mieux. Aujourd'hui, dans l'Occident, tu évoquais l'autre jour le génocide paysan de la Première Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on peut retourner en arrière avec des paysans avec un pouvoir d'attention, puis etc., reliés à la vie, quoi? Ben, j'ai toujours été très meurtri par ces génocides entre paysans, en particulier entre paysans allemands, paysans français, qui se sont génocidés mutuellement. Bon, on dit qu'ils faisaient des guerres, des gens qui ne se connaissent pas pour des gens qui se connaissent et qui ne font pas la guerre, quoi. Et donc, ça a été une perte considérable parce que ça n'a pas été seulement une perte d'êtres humains, ça a été une perte de connaissances, de savoir, de tradition. On ne fait pas un paysan en 2 jours, c'est des siècles d'adaptation. Et on voit bien maintenant, même aujourd'hui, quand nous recevions des gens à la ferme, ben, quand ils étaient fils de paysans, il y avait un atavisme, il y avait quelque chose qui était particulier dans l'endurance, dans leur façon d'être attentif à tout, etc. Donc ça a été une perte considérable. Et là, on ne peut pas aller le moindre village français sans voir des monuments avec la liste des gens qui ont disparu pour une guerre qui n'était pas la leur. Il ne faut pas non plus... On les a endoctrinés suffisamment pour leur faire croire que c'était leur guerre, que c'était leur patrie qui était menacée. Enfin, il serait trop long d'expliquer comment cet endoctrinement est arrivé finalement à leur mettre dans la tête qu'ils étaient en train de défendre la patrie alors qu'ils défendaient des intérêts de gens anonymes. Donc la page a tourné et maintenant il y a nécessité de toute façon la Terre sera le dernier recours parce que je ne vois pas vers quoi on va se tourner. C'est pas vers l'industrie, je ne vois pas vers quoi on va se tourner, sinon vers la Terre. Mais regarde, aujourd'hui, on en remet une couche avec ces fameux agrocarburants. Oui. On va encore extraire, faire cracher la terre pour faire du carburant. Oui. On n'en voit pas la fin. Non, il y a toujours ce... Mais disons que je fais confiance à la nature, elle nous mettra les limites. C'est-à-dire qu'on va transgresser jusqu'au jour où il y aura des sanctions extrêmement graves. Et même cette histoire de biocarburant, c'est stupide parce qu'on peut maîtriser tous les paramètres, sauf ce que la nature nous réserve. Et admettons qu'on décide de faire X milliers d'hectares ou millions d'hectares, je ne sais pas quoi, pour le biocarburant, une sécheresse, une truc, et c'est fini. Je veux dire qu'on ne maîtrise pas ces choses-là. Donc, du coup, il faut pas... Même cette orientation est stupide par le fait même qu'elle n'est pas maîtrisable. Et il n'y a que des gens qui ne connaissent pas la Terre ou qui ne connaissent pas la nature qui peuvent comme ça imaginer que la nature, c'est un élément stable sur lequel on peut construire n'importe quoi sans aléas, etc. Non, c'est plein d'aléas. Et quand on a pu voir le spectacle du dessèchement du Sahel, de cette sécheresse épouvantable qui a affecté le Sahel, on se dit, mais mince alors, ça peut tomber n'importe où. Et l'Occident n'est pas à l'abri.
avec toutes ces modifications, qui nous dit qu'un jour il n'y aura pas une sécheresse absolument sans précédent? C'est tout à fait possible, tout à fait probable, compte tenu que les combinatoires, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas les imaginer. Donc ça nous amène à dire, bah, arrêtons, passons à autre chose, préservons ce qui est absolument indispensable, et la terre nourricière, les semences, etc., sont absolument indispensables. Et puis pour ce qui concerne l'énergie, bah, réfléchissons autrement. Disons que tu es quand même pessimiste dans ton manifeste quand tu parles de tsunami alimentaire. Donc c'est là que tu dis il y a quelque chose qui se passe. C'est beau ça comme expression, j'aime bien. Oui, c'est évident que, à mon avis, je pense que c'est même inévitable maintenant, De quoi? ce tsunami alimentaire. Donc ça c'est pessimiste quand même. Ben écoute, moi je suis plus ni pessimiste. Tu as remis en route ou Ah bien? oui, 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 oui. Ni pessimiste ni optimiste. C'est-à-dire que j'ai intégré totalement deux hypothèses. La première hypothèse, ce serait que de transgression en transgression, on aille tellement loin que la nature nous met un programme en route d'éradication, et puis voilà, de l'espèce humaine. L'autre élément pour lequel on travaille, ben, on essaye de travailler quand même, c'est d'essayer de participer à peut-être un sursaut de conscience, peut-être à une mobilisation générale face à un péril qui va devenir... Parce que pour le moment, le péril, il est un peu diffus, pas très net. Les gens sont encore dans, on trouvera peut-être des solutions, les scientifiques, les machins, etc. Ils ne sont pas encore dans... ils n'ont pas mesuré la réalité. Il n'y a qu'à voir le discours politique, par exemple. Toute la, toute on est en pleine campagne électorale et j'écoute la campagne électorale et je m'aperçois que les gens ils parlent de tout sauf de l'essentiel, quoi. Et de ce fait, on est dans quelque chose d'ambigu. J'avais une question, mais peut-être que je ne sais pas. C'est une question directe. Tout ce que tu avais lancé au Burkina Faso avec Sankara, Sankara, ils l'ont dégommé parce qu'il allait faire quelque chose de révolutionnaire, y compris ou surtout au niveau agricole. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je pense que l'assassinat de Sankara a été dû évidemment au fait que c'était un homme d'une très grande intégrité, d'une assez grande exigence aussi. Et, et de ce fait, il n'obéissait pas, en quelque sorte, c'était pas un docile aux règles internationales, ni c'était un insurgé. C'était un insurgé pacifique, c'est-à-dire que c'était un insurgé qui n'était pas pour le sang, pour la violence, mais qui était insurgé. Donc il a représenté à un certain moment un peu la conscience africaine, de gens debout, intègres, etc. Et ainsi il est devenu donc, il a une certaine réputation, et je dirais même au-delà même de l'Afrique, parce que quand j'étais au Canada pour des tournées de conférences, et un an après son assassinat, il y avait eu une espèce de commémoration de gens qui ont défilé dans les rues. Et bien, je voyais pêle-mêle mélanger des Européens, enfin des Canadiens, des Latinos, des Africains. En fait, c'était une conscience qui était de plus en plus reconnue comme étant intègre, étant belle, ce qui est très rare évidemment aujourd'hui dans les pays dits en développement. Et, et il y a eu il avait réanalysé ce que c'était que l'économie du pays. Il avait d'ailleurs le pays qui s'appelait la Haute-Volta, il l'a baptisé le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Et il allait probablement à l'encontre de beaucoup d'autres intérêts, d'intérêts de gens qui étaient actuellement, ça n'a rien à voir avec le temps de Sankara, quoi. Il y a beaucoup de... L'Afrique s'enfonce de plus en plus dans la corruption, comme beaucoup d'autres continents, hein, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Inde, que ce soit partout. Hein, je crois qu'on voit ça partout.